Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Public. On est à J-4 avant le premier tour des élections législatives. Vous êtes passionné de politique ou alors vous allez voter pour la première fois depuis bien longtemps. Vous êtes inquiet pour l'avenir du pays. Vous soutenez un camp et vous espérez sa victoire. Les uns, les unes et les autres, soyez les bienvenus. Ici, c'est 100% politique comme tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Jean-Luc Mélenchon est-il devenu un boulet pour le nouveau Front populaire? C'est le principal enseignement de notre baromètre Doxa mascaré pour la presse quotidienne régionale et Public Sénat. Le vote de barrage joue moins contre le Rassemblement national que contre le nouveau Front populaire. Dans un instant, on vous dévoile les détails, la cote de popularité ou de rejet des principaux leaders et les pronostics aussi des Français pour le 7 juillet. Et puis dans la seconde partie de notre émission, on décortique comme tous les soirs les programmes des principaux partis après l'immigration hier, la santé, le pouvoir d'achat ou encore l'environnement la semaine dernière. C'est un zoom sur les retraites que je vous propose. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Mais là-dessus, il faut aussi être clair. La majorité présidentielle est la seule à proposer ça clairement. Le président de la République défend sa réforme, les autres veulent l'abroger, mais est-ce possible vu l'état de nos finances publiques? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, notre reportage sur les traces d'un électorat de droite déboussolé dans les Alpes-Maritimes. La députée sortante Michèle Tabarot espère garder son siège. Elle qui était proche d'Éric Ciotti a vécu son ralliement au Rassemblement national comme une trahison. Samia Dechir et Lina Boudjeroudi. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir, de faire un tonnerre d'applaudissements à Madame Michèle Tabarot, députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes. C'était une proche d'Éric Ciotti, élue sur les mêmes terres. L'alliance passée secrètement par le président de son parti avec l'extrême droite, Michèle Tabarot, l'a vécue comme une trahison. Nous qui sommes engagés dans cette famille politique depuis tant d'années, nous avons très mal vécu la décision d'Éric Ciotti. C'est quelque chose qui pour nous a été inacceptable. Michèle Tabarot repart en campagne avec une ligne claire, pas d'alliance avec le RN ni avec la majorité présidentielle qui ne présente pourtant aucun candidat face à elle. Et puis mes amis, pour ceux qui disent qu'il y a des petits arrangements entre amis, il n'y en a pas. Moi je ne connais pas ça. Moi je ne suis pas à vendre. Les militants qui ont fait le déplacement pour ce meeting à Grasse approuvent sa ligne, mais semblent tout de même un peu déboussolés. Ah, on est paumé. On est paumé. J'ai 80 ans, moi. On est perdu. J'espère que le parti va survivre. Il y a la moitié qui sont partis avec Ciotti et les autres qui sont restés dans leur canal historique, on va dire. Pour rassurer un électorat un peu perdu, Michèle Tabarot, élue 5 fois députée depuis 2002, compte surtout sur son ancrage local. Je pense que le tort est fait au niveau national, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lisibilité. Sur le terrain, c'est différent. Ils me connaissent, ils connaissent mes votes, ils connaissent mon travail. C'est quelque part rassurant pour eux de savoir que j'ai un bilan, que j'ai une action avec les maires de notre territoire. Le candidat d'extrême droite, lui, mise au contraire tout sur une figure nationale, celle de Jordan Bardella. Bonjour, pour l'élection législative, pour amener Jordan à Matignon. Écoutez, je vous en prie, merci. Non, mais pourquoi pas hein. On a tout essayé, essayez-nous, si nous adoptez. Sur le marché de Pégoma, devant la permanence de Michèle Tabarot, Franck Galbert reçoit un accueil plutôt bienveillant. Il y a 2 ans, il s'était incliné face à elle avec plus de 30 points d'écart. Cette fois, il compte bien profiter des divisions de la droite. Tabarot était le nom de symboliser la droite forte, maintenant elle symbolise la droite molle. Elle n'a pas rejoint Éric Ciotti, ce qui a surpris énormément de LR locaux, qui se joignent à moi actuellement, qui m'appellent, surtout les jeunes LR qui m'appellent, qui me rejoignent dans la campagne et qui vont militer pour nous et qui vont voter pour nous. Quelques mètres plus loin, le Front populaire courtise le même électorat. Je m'appelle José Garcia-Abia, je suis le candidat dans la 9e circonscription pour le Front populaire. Enchanté. Et le Parti socialiste. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Ok. Et empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Ok. Voilà. Bien. Parce que monsieur Macron nous a mis un peu dans la mouise. On va dire ça comme ça. Oui. Sur ces terres de droite, la gauche n'est pas en position de force, mais espère un sursaut de participation.
J'ai fait du porte-à-porte et quand les gens me disent « Ah, ce coup-ci, je vais aller voter », et quand on voit le nombre de procurations qu'on nous demande, je pense qu'on aura un taux important de vote. Et si ce taux est important, peut-être que je peux être au deuxième tour et on ne sait pas ce qui va se passer. Difficile en effet de faire des pronostics dans ce département des Alpes-Maritimes où les déchirements de la droite brouillent les repères habituels des électeurs. Et je vous donne les noms des autres candidats de cette circonscription. On en a vu certains, Franck Galbert, Rassemblement National, Henriette Palmers pour les écologistes, Michel Tabarot évidemment, Sylvain Liénard pour l'extrême droite, Liliane Pécou pour l'extrême gauche et, on vient de le voir, José Garcia Abia pour le nouveau Front Populaire. On tire les enseignements de notre baromètre Odoxa Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale avec Gaël Slimane. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président et cofondateur d'Odoxa. Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, géographe, directrice de la revue Hérodote. Mathieu Souquier, bonsoir et bienvenue, essayiste et consultant. On est également en duplex avec Yves Sancy, senior partner chez Mascaret qui scrute les réseaux sociaux pour nous. Bonjour Yves et Tam Tranui, éditorialiste politique. Bonsoir Tam. Bonsoir Thomas. Bienvenue, je dis bonjour, je dis bonsoir parce que l'émission est diffusée à 18h, à 22h, on est à tous les horaires. On va beaucoup parler de Jean-Luc Mélenchon, du nouveau Front Populaire dans ce débat, mais je commence par la popularité d'Emmanuel Macron, parce que c'est intéressant de finalement voir l'impact de sa décision auprès des Français. On peut dire qu'elle part en vrille, Gaël Slimane ? On peut même dire qu'il a dissous l'Assemblée nationale, mais il a dissous aussi sa propre popularité, sa crédibilité aux yeux de l'opinion. Dans notre baromètre politique, vous le voyez à l'écran, il n'y a plus qu'un peu plus d'un quart des Français qui estiment qu'il est un bon président de la République. Quasiment les 3/4 pensent l'inverse. C'est une chute de 6 points. Alors, un mois. En un mois. Beaucoup, et il était déjà très bas. Donc sur certaines cotes de popularité d'autres personnalités politiques, on peut avoir des évolutions comme ça. Pour un président de la République, il faut vraiment qu'il se soit passé un tsunami entre 2 mois pour voir une cote de popularité s'effondrer de 6 points. C'est ce qu'on observe, vous savez Thomas, sur un certain nombre de prises de position qu'a eu le président au moment des européennes notamment, quand il a voulu rentrer dans la campagne, qu'il disait « si je ne m'occupe pas moi-même des choses, rien ne se passe ». En fait, il n'arrive pas à comprendre qu'il est en train de se passer un phénomène dans l'opinion qu'ont vécu d'autres présidents avant lui, notamment Nicolas Sarkozy ou d'autres, mais qui ont pu souffler avec de cohabitation. Lui, il n'a pas de cohabitation. Il est au pouvoir depuis 7 ans maintenant. Et il y a une énorme lassitude des Français, un très grand agacement et une incompréhension par rapport à cette décision de dissoudre de cette façon-là. Oui. Non pas tant de tirer les leçons d'un scrutin perdu, les européennes, et de dire, j'en appelle au peuple. Ça, les gens l'apprécient plutôt. Mais de l'avoir fait de cette manière-là, ça n'est pas passé du tout. De cette manière-là, à ce moment-là. À ce moment-là, c'est le timing. C'est de cette manière-là, à ce moment-là, et de plonger le pays dans une situation qui est, on ne peut plus, inquiétante. On jette un coup d'œil à la popularité de Gabriel Attal, qui baisse un peu, mais moins que celle du président de la République. Gabriel Attal est-il un bon Premier ministre ? C'est la question que vous avez posée. Non à 56%, oui à 42%. Il baisse de 2 points. Béatrice Gibelin, est-ce que Gabriel Attal, qui essaye de prendre le lead dans cette campagne législative, ce qui n'est pas simple avec un Emmanuel Macron qui continue de prendre la parole, peuvent-ils encore toucher le camp des raisonnables ? Il y a 4 jours encore, je pense que le rejet, on y viendra peut-être, de Mélenchon, ses prises de position récentes, inquiètent un électorat, on va dire, social-démocrate, qui n'était pas favorable véritablement à voir LFI reprendre la main et qui, dans une attitude de sauve qui peut, d'une certaine façon, voyant le Rassemblement national pouvant frôler la majorité absolue, peut-être voire même engranger une majorité absolue, peuvent avoir un réflexe de dire, dans ces moments-là, il faut sauver ce qui peut l'être. Donc ça ne suffira pas, parce qu'à mon avis, il est quand même très loin par rapport là où est Bardella. Mais on peut peut-être voir un peu un front de gauche se tasser par crainte de LFI. Je pense que le gros problème qu'il y a, c'est cette nouvelle NUPES. En fait, les électeurs sont vaccinés. Alors, ça, on va vraiment y consacrer un chapitre en détail. On reste un peu sur l'exécutif et la figure du président de la République. Écoutez, Gérald Darmanin défendre Emmanuel Macron, c'était ce matin sur Europe 1.
j'aime pas l'attaque systématique désormais du président Macron qui, il y a 3 ans, était formidable et qui aujourd'hui serait le pire des hommes. On tire pas sur l'ambulance? Non, c'est pas du tout ça, c'est que moi je suis un garçon loyal. Et vous savez, De Gaulle, on l'a rejeté beaucoup en mai 68 après 10 ans après avoir sauvé la France. Pour Jacques Chirac, j'étais son militant en 2002, on disait super menteur sur les marchés. Nicolas Sarkozy, dont j'étais le collaborateur, a été très 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 largement critiqué, voire haï. Président Hollande, je l'ai déjà dit, mais on l'appelait Flamby parfois sur les marchés pendant qu'on se présentait aux élections municipales. Moi, j'ai gagné la mairie de Tourcoing. Je salue d'ailleurs ceux qui à l'époque m'ont aidé, mais ils l'ont aussi fait contre le président Hollande. Donc je pense que c'est l'usure du pouvoir. Et ce que j'aime pas, c'est que quand le président de la République est fort et qu'on peut avoir des nominations, alors on est tous souriants, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Puis là aujourd'hui, chacun prend son indépendance, se critique, alors que oui, il est un peu plus faible. Il est un peu plus faible, il manie l'art de la litote, le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs a dit qu'il quitterait le gouvernement s'il était député, il sera député, il ne reviendra pas au gouvernement. Je reste sur Emmanuel Macron. Dans quel état va-t-il sortir de ces législatives, qui est encore plus isolé? La loyauté de Gérald Darmanin tient sans doute à une part de culpabilité, puisqu'on a cru comprendre qu'il faisait partie des promoteurs de la dissolution. Donc ce serait très inélégant désormais que de taper sur son chef à cette aune-là. Effectivement, il y a, ce qu'on a compris des sondages, même si à ce stade, évidemment, il faut les prendre avec des pincettes, c'est que le grand perdant de cette élection, on ne sait pas si l'extrême droite va avoir la majorité absolue ou la majorité relative. Ce qu'on sait, c'est que précisément la majorité présidentielle va finir comme une minorité présidentielle extrêmement rétrécie. Oui, aujourd'hui, il y a quoi, 250 députés quand on cumule Renaissance, le Modem, et les projections Horizon, ça va être disent au mieux une centaine, si j'ai bien compris. Bon, même si c'est difficile de faire des projections en siège, on est prudent là-dessus. De ce point de vue-là, la dissolution, effectivement, a renforcé le rejet que subit Emmanuel Macron, parce qu'il l'a élargi à sa propre base électorale, en réalité, avec derrière une critique, ou en tout cas même un questionnement qui tient à son intelligence. Pendant très longtemps, même ceux qui l'agaçaient reconnaissaient qu'Emmanuel Macron était un homme intelligent. La prise de décision qu'il a eue la semaine dernière, avec la dissolution, questionne même son intelligence, sa lucidité. Au plan institutionnel, il est évident qu'un président de la République peut dissoudre. Au plan démocratique, c'est tout à fait imparable aussi. L'appel au peuple, ça ne se négocie pas. Mais au plan politique, on voit bien que c'était totalement absurde. Il a manifestement cru pendant quelques heures que, parce qu'il était toujours le meilleur, il serait potentiellement le vainqueur. Mais personne n'achète en fait cette affaire-là. On voit même que dans la lettre aux Français qu'il a rédigée et diffusée il y a quelques jours, il revient, il se justifie encore autour de cette dissolution que personne ne comprend. Que personne ne comprend, parce que derrière précisément ce manque de lucidité, il y a du coup un naufrage politique pour le président de la République, mais il y a potentiellement un naufrage collectif. Certains vivaient dans l'inquiétude que l'extrême droite soit au pouvoir dans 3 ans. Nous vivons tous avec désormais la quasi-certitude qu'elle peut y être dans 1 semaine. Oui. On va regarder un autre enseignement du baromètre d'Oxa Mascaret. Pronostic demandé aux Français sur l'issue des législatives. D'après vous, à l'issue de ces prochaines élections, laquelle de ces forces politiques sera majoritaire à l'Assemblée ? C'est massif, Alors ça ne veut pas dire que c'est le score que va faire le Rassemblement national, évidemment, mais c'est un pronostic. 56% des personnes interrogées pensent que le Rassemblement national va l'emporter. Gaël Slimane, on peut en tirer quoi comme enseignement ? Un vent portant très puissant pour le Rassemblement national ? Alors, on peut en tirer un premier enseignement, c'est que les gens lisent les sondages. Parce que je rebondis sur ce que vous disiez, effectivement, notre projection en siège faite donc par mon institut Odoxa pour le Nouvel Obs donne une projection, et vous avez raison Thomas, les projections c'est fragile, mais entre 250 et 300 députés. Je crois que nous sommes sur la projection la plus haute parmi les confrères, mais il y a un point de convergence, c'est que tous les instituts, dans toutes les projections, d'abord, dans tous les résultats nationaux, mettent le Rassemblement national nettement en tête. Donc premier parti de France. Premier parti de France en pourcentage. Alors, je répète, ce ne sont pas des pronostics, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national est très largement en tête au premier tour en pourcentage. À 4 jours du... À 4 jours du scrutin. Ensuite, vous avez des projections. Les projections, elles seront meilleures une fois que le premier tour aura eu lieu, mais celles qui sont faites pour le moment, elles disent toutes une chose en commun, soit majorité relative assez large, même pour les plus pessimistes pour le RN, soit possiblement majorité absolue. Et je rebondis sur ce que disait Mathieu il y a un instant, dernier à chaque fois parmi les 3 grands blocs, la majorité avec un peu plus ou un peu moins d'une centaine de députés, donc une division par 2, 2,5, 3 du nombre de députés actuels. Les gens l'ont intégré. Est-ce que ça veut dire que les Français souhaitent cette victoire du Rassemblement national ? Je ne sais pas si on a prévu d'en parler après, mais on a une question qu'il faut mettre absolument en relation avec ce pronostic.
Le pronostic, ça ne veut pas dire que vous êtes content que le Rassemblement national l'emporte. Et la question qui suit, alors que les gens se préparent à cette élection du RN, c'est qu'on a seulement 28% des Français qui nous disent souhaiter la victoire du RN. Et on en a un peu plus de 40% qui nous disent que surtout pas ça, tout mais pas ça, ils n'en veulent pas. Et on a 29% de nos concitoyens, et ça c'est central par rapport aux stratégies de toutes les forces politiques, qui disent je ne veux pas du RN, je ne voterai pas pour eux, mais je n'ai pas spécialement envie cette fois-ci d'aller faire barrage contre le Rassemblement national. Donc c'est un enjeu majeur, un peu de ce premier tour, mais surtout de l'entre-deux tours, et c'est pour ça qu'on voit des prises de position des uns et des autres qui rappellent ou qui disent le danger d'une élection du Rassemblement national, parce qu'ils espèrent mobiliser ces gens-là. Ceux qui veulent voter RN, ils ne changeront pas d'avis. Alors, il y a toujours, et ce risque a été évidemment très rapidement identifié par le Rassemblement national, un risque de démobilisation quand on est en tête depuis des semaines. Alors, il y a eu d'abord les européennes, mais là, pour ces législatives, quand on annonce votre victoire. Béatrice Gibelin, est-ce que Jordan Bardella a contré ce risque en disant « je ne vais pas à Matignon si je n'ai pas la majorité absolue » ? Le risque de démobilisation. Oui, pour partie. Je pense pas totalement. Il va y avoir... on le voit par exemple dans les procurations. Quand même, les demandes de procuration sont quand même stupéfiantes. On est à 1,5 million, je crois, quelque chose comme ça. J'ai du mal à imaginer que ce soit majoritairement des électeurs RN qui aient fait les procurations. Je pense que c'est une forme de mobilisation, justement, pour faire barrage ou pour aller voter autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que les européennes, c'était 16% des inscrits, quand on rapportait compte tenu de l'abstention. Donc, et compte tenu des résultats de Marine Le Pen aux présidentielles en 2022, il y a de la réserve. Il y a beaucoup de réserves d'électeurs RN encore, qui n'étaient pas allés aux européennes, mais qui peuvent aussi aller là, aux législatives. Pas seulement parce qu'il a dit majorité absolue, j'en ai besoin, mais parce qu'on est près du but. Voilà, enfin, on y est. Donc quand vous êtes dans une dynamique, comme ils le sont à l'heure actuelle, eh bien ça entraîne les électeurs à y aller. C'est le vent portant dont je parlais tout à l'heure. Oui, c'est le vent portant, au-delà de la majorité, de la réclamation d'une majorité absolue. Après, c'est 577 élections et c'est compliqué. Il faut regarder ça d'un peu près. Au niveau des procurations, nous, quand on a un petit peu interrogé les parlementaires, chaque parlementaire aide à faire des procurations pour les personnes qui vont voter pour leur camp. Et on a appris, certains parlementaires Rassemblement national nous ont dit qu'ils n'avaient jamais eu autant de procurations, que c'était absolument un raz-de-marée, que c'était assez incroyable. Donc, bon, je pense que les procurations... Enfin, on ne sait pas à qui va profiter la participation, les procurations. Mais j'avais une question aussi sur un peu ce qu'on entendait dans le reportage de Michel Tabarot. Les Français, ils anticipent une grosse victoire du Rassemblement national aussi parce que sans doute ils dupliquent ce qu'ils ont vu lors des européennes avec ces 40% atteints aux européennes par l'extrême droite. Mais dans quelle mesure la connaissance de son député, l'ancrage local, la campagne très courte qui peut profiter aux sortants, ça ne peut pas aussi un petit peu jouer ? Si on fait référence quand même aux européennes, ce qu'on a observé pendant ces européennes, qui est plutôt une nouveauté par rapport aux campagnes qu'on a connues, c'est que le RN a été très haut pendant toute la campagne. Et que non seulement il a été très haut, mais il est resté très haut et même il a continué de progresser. C'est-à-dire que Jordan Bardella est passé de 28 à 33. Enfin, il y a eu une pente ascendante pendant toute la campagne, alors qu'il y avait jusqu'à présent une loi quasi constante qui était que l'extrême droite finissait plus bas qu'au niveau prédit par les sondages. Marine Le Pen, dans ses campagnes présidentielles, c'était net. Il y avait toujours un tassement. Elle perdait 5 points pendant la campagne. Parce que précisément, à l'aune des sondages, non pas parce que les sondeurs se trompent, mais parce qu'à l'aune des sondages, l'opinion, l'électorat se positionnait différemment. On a vu que, précisément, en fait, l'électorat assumait de voter à 33% pour Jordan Bardella et à 40% pour l'extrême droite. Et donc, on verra dans quelle mesure. Là, j'observe aussi que, selon certains instituts, je ne les ai pas tous regardés, mais l'extrême droite continue de monter. Donc, il y a une adhésion de plus en plus grande à ce qui se passe. Allez, on ouvre le chapitre Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais je me tourne une première fois vers Yves Sancy, toujours sur la stratégie de Jordan Bardella. Yves, c'est intéressant de voir comment il joue la carte TikTok. On en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, mais vraiment en rentrant dans le détail, comment le président du RN joue la carte TikTok ?
Oui, alors c'est une nouveauté. Il ne faut pas sous-estimer l'effet. Alors ce qu'on dit, c'est l'effet TikTok. L'effet TikTok, c'est l'effet essentiellement sur les plus jeunes, mais la montée de l'extrême droite, en tout cas du RN, très associée au phénomène Jordan Bardella, a été concomitante avec une stratégie de présence sur TikTok qui a été extrêmement impressionnante. Alors là, il faut bien savoir qu'il y a un phénomène inverse, paradoxal, entre les influenceurs qui, on en parlera peut-être, qui rentrent dans un engagement politique, et les politiques, quand ils viennent sur TikTok, qui font toute une série de petites vidéos dans lesquelles aucune opinion n'est exprimée, aucun élément de programme n'est exprimé. C'est le cas de Jordan Bardella, mais c'est également le cas, je prends un exemple de Stéphane Delogu, de LFI, qui a enregistré plus de 6 700 000 engagements à partir de petites vidéos. C'est beaucoup plus que Gabriel Attal. Et sur ces vidéos, le plus important, c'est que la forme anéantit totalement le fond. C'est ce qu'on appelle la romantisation de la vie politique. Alors, c'est un phénomène un petit peu inquiétant parce que ça connaît énormément de succès, ça se chiffre en millions de vues, et évidemment, on ne trouve aucune trace ni de prise de position, ni de programme. Merci beaucoup Yves, on vous retrouvera évidemment tout à l'heure. Effectivement, pour parler des influenceurs, comme promis, et Tam, je commence avec vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le mot-clé de ce débat, Boulet. Jean-Luc Mélenchon, Boulet du Nouveau Front Populaire ? Écoutez, il y a des indices qui peuvent nous conduire à cette piste. Alors, premier indice, l'affiche qu'on va voir, c'est celle que veulent Gabriel Attal et Jordan Bardella. Tous deux veulent affronter Jean-Luc Mélenchon, celui qu'ils considèrent comme le meilleur ennemi, celui qui va offrir le plus de prise à leurs critiques. On pourra ainsi l'accuser de bordéliser, de violenter la vie politique, d'être antisémite. Bref, c'est celui qui fait le plus peur à leur électorat, à eux, qui est le plus rejeté par ceux qu'ils veulent appâter. Et dans une élection où les gens vont plus voter contre que pour une tendance politique, bien évidemment, ça compte. Le deuxième indice, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il met tous ses partenaires d'accord, Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Raphaël Glucksmann ou encore François Hollande, qui est sorti de sa boîte. Personne ne veut de lui comme Premier ministre dans le reste du Nouveau Front Populaire, et ça, malgré ses offres de services à géométrie variable ces 2 dernières semaines. Il est passé de « je ne m'impose pas » à « je suis prêt » à « j'ai l'intention de gouverner ce pays ». Et hier, eh bien, il était presque menaçant à l'égard de certains de ses partenaires. Regardez. Pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par M. François Hollande, qui a détruit la gauche? Par qui? Par M. Glucksmann, qui nous a battus de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions pour que les socialistes acceptent de signer une fois plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je les mets en garde. Je leur dis, ne faites pas ça. Mélenchon, c'est un nom qui fait ouvrir les portes quand on est dans les quartiers populaires. Hollande, c'est un nom qui les fait fermer. J'ai dû payer de 100 circonscriptions. On reviendra peut-être sur cette formulation. Quand on a ce genre d'amis, oui, on n'a pas besoin d'ennemis. On peut dire bonne ambiance au Nouveau Front Populaire. Oui. Mais quand même, il y a des arguments de Jean-Luc Mélenchon qui veut dire qu'il est un atout pour son camp. Oui, c'est ce qu'on entend quand il dit « mon nom fait ouvrir des portes ». Alors, pour cela, il explique que si déjà les électeurs LFI ne se déplacent pas, les socialistes et les écologistes peuvent faire une croix sur leur élection. À la suite, c'est quand il dit « si Olivier Faure il veut être élu, ben, il va falloir quand même qu'il compte un petit peu sur nos électeurs ». Il s'appuie donc sur son score à la présidentielle, où il avait fait 22%, il n'a cessé de le rappeler. Et puis, si on regarde ce qui s'est passé lors des européennes, on constate quand même la force de LFI. LFI continue de faire le plein de vote dans les banlieues parisiennes, marseillaises, lyonnaises. Il est également plébiscité par les électeurs musulmans. 62% d'entre eux ont voté pour LFI avec le conflit israélo-palestinien comme motivation première. C'était l'un des enseignements d'un sondage de l'IFOP pour La Croix. Mais LFI est aussi plus haut que le reste de la gauche dans d'autres territoires, dans les anciens bassins miniers du Nord, dans des zones historiquement industrielles de la Moselle. Et puis enfin, au niveau des catégories, eh bien, la jeunesse de gauche vote bien plus LFI que socialiste. Les 18-35 ans votent pour Mélenchon et pas pour Glucksmann. C'est ce qui s'est passé lors des européennes. Il y a assez classiquement une prime à la radicalité dans cet électorat pour qui le Parti socialiste peine à exister. Un électorat qui a peu
voter lors des européennes et que Jean-Luc Mélenchon peut peut-être mobiliser. En tout cas, c'est son pari. Que dire des ambitions politiques personnelles de Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, la question, c'est être ou ne plus être, telle est la question. Quand on a passé sa vie à faire de la politique, que l'on a été le représentant de la gauche lors de la dernière présidentielle, c'est difficile de raccrocher les gants. Jean-Luc Mélenchon a beau le nier, on le sent trépigner. Alors certains l'accusent, y compris dans son camp, de jouer le coup d'après, d'essayer de revenir au centre du jeu à gauche, alors que la ligne socio-démocrate a fait son grand retour le 9 juin. Mais voilà, lui, à la présidentielle de 2027 en tête, quitte à perdre le coup de maintenant, à laisser le Rassemblement national aux manettes. En tout cas, on sent que l'Alliance à gauche, eh bien, elle a déjà bien vécu dans ces législatives en 4e vitesse. La lune de miel, elle aura duré 3 heures. Et on est déjà dans les scènes de ménage. On dit que l'amour dure 3 ans. En 2027, je parie effectivement qu'ils ne seront pas mariés et qu'ils n'auront pas eu beaucoup d'enfants. On verra bien. Merci beaucoup, Tam, pour cette analyse, pour cet édito. Gaël Slimane, il y a un élément important, et je rebondis d'abord là-dessus, dans ce que nous a dit Tam, qui s'appuie sur le baromètre. On vote contre avant de voter pour. Vous avez posé cette question. Au-delà des autres raisons de votre vote, au moment de voter aux prochaines élections législatives, voterez-vous pour soutenir ou pour faire barrage? Quelles leçons on peut tirer des réponses à cette question ? En testant les 3 principales formations. Et vous voyez qu'on a un vote de... Vous l'avez dit, Thomas, un vote de barrage qui est plus fort que le vote de soutien pour chacune des 3 grandes formations. Oui. Mais si vous regardez bien, le vote de barrage s'était employé quasiment exclusivement à l'égard du Front National autrefois. Oui. C'était le Front républicain, on vote contre le Front National. Aujourd'hui aussi, vous avez 41% des Français qui nous disent « moi, au-delà des autres considérations, je voterai pour faire barrage au RN ». C'est beaucoup. Mais on est à 44% qui disent « je ferai barrage au gouvernement actuel ». Et on va faire le lien avec votre sujet, Tam, sur Jean-Luc Mélenchon. Face au nouveau Front populaire, on a 47% de barrage. Quand on regarde un peu plus finement ce que nous disent les gens, ce n'est pas les écologistes ou les socialistes qui font peur à certains électeurs de droite, mais même du centre, y compris un certain nombre d'électeurs d'Emmanuel Macron, parlent de faire barrage au nouveau Front populaire, y compris en cas d'un duel face au Rassemblement national. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est issu de la gauche, et d'une certaine manière, on peut aller presque dire du Parti socialiste. Il était ministre de François Hollande. Eh bien, aujourd'hui, ces électeurs sont plus nombreux à dire au second tour, s'il y a nouveau Front populaire contre RN, j'irai voter RN contre le nouveau Front populaire. Et ça, c'est dû à un élément, c'est dû à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon depuis 2 ans, et singulièrement depuis 1 an ou un peu moins depuis le 7 octobre, avec cette volonté, certains ont appelé ça, vous l'avez rappelé, je crois, de bordéliser, d'agiter, de brutaliser, pour exister. Alors ça fait exister auprès des jeunes, auprès des publics radicaux, dans les campus. Il y a une très grande sympathie de la part du peuple de gauche et de la part de la jeunesse à l'égard de la cause palestinienne, et donc des horreurs qui sont subies à Gaza. Mais dans toutes les enquêtes que nous avons réalisées, les mêmes gens qui s'insurgeaient, comme Jean-Luc Mélenchon et d'autres, sur Gaza aujourd'hui, considérait que ce qu'avait fait le Hamas le 7 octobre, c'était un attentat terroriste. Et on ne pouvait pas le qualifier autrement. Or, Jean-Luc Mélenchon s'y est refusé. Et ça fait du dégât. Résultat, dans notre baromètre politique ce mois-ci, le champion toute catégorie de l'effondrement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sa cote d'adhésion enregistre une chute vertigineuse. Oui, alors on le regardera un peu plus tard, mais effectivement, c'est intéressant. Et sa cote de rejet progresse de manière corrélative. Et on voit, parce qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, les insoumis, bien sûr que ça pèse dans une majorité plurielle, si j'emploie un vieux mot, de 1997. Pour que ça fonctionne, il y avait besoin de sociodémocrates, de socialistes, que certains appelaient des sociotraîtres, il y avait besoin de communistes, il y avait besoin d'écologistes, il y avait besoin de radicaux de gauche. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour la gauche, il y a un besoin vital pour avoir le vote des quartiers populaires, des insoumis. Oui. Mais les insoumis, ça n'est plus Jean-Luc Mélenchon. Dans notre code d'adhésion des personnalités politiques, plusieurs personnalités issues de son propre camp sont passées devant lui. Notamment donc effectivement, aujourd'hui, il est un épouvantail. Oui, alors je reprends. On a failli titrer le bal des épouvantails, ce qui était un bon titre, mais certains et certaines n'en voulaient pas. Donc moi, je suis démocrate et donc on en a choisi un autre. J'aime bien faire un petit point cuisine de l'émission de temps en temps. Allez, on devient sérieux avec quand même cette citation. Là, je reprends. Moi, c'est ce qui m'a frappé, notamment dans votre édito. Par M. Glucksmann, qui nous a battu de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions. Patrice Gibelin, qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit et dans lequel cette union s'est... C'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. C'est scandaleux de pouvoir
présenter les choses de cette façon. C'est d'un mépris vraiment de la personne, que j'ai dû payer de 200 sièges. Enfin, sous-entendu que ceux qui ont négocié, ils manquaient de courage et ils ont cédé vraiment à ce freluquet qu'est Glucksmann. Moi, je suis un vrai homme de gauche révolutionnaire. Il y a de ça là-dedans. Et vraiment, moi, je pense que... Oui, mais il y a, pardon de vous interrompre, il y a aussi une part de réalité. C'est-à-dire que les candidats des autres forces du nouveau Front populaire peuvent-ils être élus sans cet accord avec mais lui, avec est-ce qu'il peut être élu sans les autres? Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Oui. Donc, et puis, j'allais dire, le curseur de gauche-droite dans ce pays, il ne va pas vers la gauche. Il va quand même plutôt vers la droite, de ce qu'on constate depuis déjà un certain temps. Ce qui vient de nous être expliqué par Gaël est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'il y a un tel rejet, y compris à gauche, de LFI, qu'on risque fort de ne pas avoir la mobilisation qu'il faudrait avoir au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement national, en se disant « Ah non, LFI, je ne peux pas ». Je veux dire, quelle responsabilité quand on se conduit de cette façon-là? Parce que s'il avait une stratégie qui était vraiment d'essayer de faire barrage au RN, à ce moment-là, il sait très bien qu'il ne doit pas tenir ce genre de... Donc vous dites quoi? Il ne veut pas faire gagner son camp? Non, il ne veut pas faire gagner son camp. Je pense qu'il ne veut pas faire gagner son camp. Je pense qu'il est, d'abord, dans sa côté, une hubris aussi pour lui, avec un ego absolument colossal. Et il attend le chaos. Arriver maintenant, ce n'est pas intéressant. Parce qu'on ne sera pas vraiment majoritaire, on ne pourra pas faire exactement ce qu'on veut, on va encore s'user. Et je crois qu'il est dans une stratégie honnêtement du pire, hein, et non pas d'une stratégie de faire gagner son camp. Mathieu Souquier, ce nouveau Front populaire serait-il plus fort sans LFI? Et alors, je vais même être plus précis, sans Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On est d'accord, c'est pas pareil. pareil. La posture de Jean-Luc Mélenchon tient à deux choses. À son capital politique, qui est le capital électoral qu'il a accumulé au moment de la présidentielle. Et la dernière présidentielle, il a fait 22%. Oui, donc son attitude découle quand même du leadership qu'il a réussi à avoir sur la gauche au moment de l'élection présidentielle, en omettant qu'un électeur sur deux de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle considérait quand même, il y avait un effet vote utile, mais un électeur sur deux, on l'avait montré dans une étude de la Fondation Jean Jaurès, considérait qu'il constituait néanmoins un danger. Donc on votait d'autant plus pour Jean-Luc Mélenchon qu'on savait qu'il ne serait en réalité pas président de la République. La deuxième dimension précisément, c'est la stratégie de conflictualisation qui, dans la société, a vocation à capter la colère populaire. Elle est pensée, elle est conscientisée, cette stratégie, mais qui s'exprime y compris vis-à-vis des alliés de gauche. C'est-à-dire qu'on conflictualise avec absolument tout le monde, ceux avec lesquels, normalement, on est censé s'allier. Cette stratégie de conflictualisation, elle a alimenté une colère contre Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve effectivement, comme on le voit dans votre enquête, avec en réalité désormais un triple rejet. Une élection, c'est un grand rendez-vous démocratique qui pourrait nous réconcilier avec la démocratie. Or, on observe que Jean-Luc Mélenchon, comme Emmanuel Macron, comme dans une moindre mesure Marine Le Pen, suscitent sur leur personne un triple rejet. C'était pas mal le bal des épouvantails comme titre. Je pense que ça correspond en tout cas pleinement à la situation politique du moment et je vous rejoins totalement. Je n'ai aucun doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon est un boulet pour son camp parce qu'il veut être un boulet pour son camp. Il ne veut pas du tout que le nouveau Front populaire accède aux responsabilités dans quelques jours parce qu'il sait qu'il n'est pas possible qu'il soit le prochain Premier ministre. Mais la suite, c'est quand même la force de LFI. On a quand même besoin de LFI dans toutes les composantes du nouveau Front populaire. Et sans LFI, le nouveau Front populaire n'existe pas. Oui, c'est vrai, mais surtout LFI peut être la première force du nouveau Front populaire Elle peut totalement rester, mais on voit bien qu'on est dans un rééquilibrage des forces à gauche. Oui, c'est quand même 40%. Jean-Christophe Cambadélis a une formule... C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Oui. Donc il a encore cette carte à jouer. Il n'est pas obligé d'aller choisir forcément Mélenchon. Il ne peut pas le choisir dès lors que personne n'en veut. Enfin, je veux dire, tous les leaders du Front populaire sont montés au créneau pour dire explicitement que Jean-Luc Mélenchon
ne pouvait pas être le Donc prochain si Premier LFI est ministre. la première force et que LFI impose l'un de ses membres, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Alors, pardon, mais encore une fois, si on veut éviter une situation de blocage le 7 juillet, c'est-à-dire une situation de blocage qui découlerait d'une situation de majorité relative pour l'extrême droite, ça suppose quand même que la force politique arrivée en deuxième position et la force politique arrivée en troisième position cherchent les voies d'un accord. Cherchent les voies d'un accord. Et je ne vois pas que Jean-Luc Mélenchon puisse incarner, ou même, je dirais, même une personnalité insoumise puisse de toute façon incarner le centre de gravité qui permettrait à cet accord de se nouer. Allez, je reprends la main. Vous avez évoqué le palmarès de l'adhésion, effectivement, la montée. Je vais les donner moi, Gaël, les chiffres. On va aller plus vite, parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, avec un Raphaël Glucksmann qui progresse de 13 points. C'est quand même énorme. Je pense que c'est quasiment 100... C'est le record. Bon, voilà, c'est le record. Fabien Roussel progresse de 6 points, François Ruffin de 7, François Hollande qui rentre aussi, et Jean-Luc Mélenchon qui, lui, dévisse avec un moins 6. Et si on regarde le palmarès global de l'adhésion, on a toujours Édouard Philippe en tête avec un score qui ne bouge pas, Jordan Bardella, Marine Le Pen derrière, légère progression de Jordan Bardella, et effectivement un Raphaël Glucksmann qui rentre dans le top 5 avec Fabien Roussel, lui aussi progresse, et François Ruffin. Voilà pour le palmarès de l'adhésion de ce baromètre Doxa Mascaré pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale. On va maintenant parler des stratégies de désistement, et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre. Bonsoir Quentin. Bonsoir Parce que Thomas. c'est un des éléments passionnants de cette journée. Dans une tribune au journal Le Monde, 220 personnalités politiques et de la société civile qui appellent à un accord de désistement avant le premier tour. Oui, parmi ces personnalités, des élus de gauche comme Raphaël Glucksmann et Olivier Faure pour Place Publique et le PS, la majorité présidentielle comme Agnès Pannier-Runacher, ministre sortante, ou encore des figures politiques comme Daniel Cohn-Bendit ou encore Philippe Martinez. Dans cette tribune, effectivement, ils écrivent « Les forces démocratiques doivent s'entendre pour empêcher que le RN n'obtienne une majorité ». Et dans la tribune, on lit cette phrase « Cet accord de désistement implique d'éviter les triangulaires au second tour en retirant le candidat ou la candidate moins bien placé et de soutenir partout activement le candidat, la candidate des forces démocratiques restant face au Rassemblement national ». Alors, pour l'instant, la plupart des partis ne parlent pas de désistement automatique au second tour. Effectivement, Thomas, les macronistes, les républicains se sont refusés à donner une consigne générale de désistement si ces derniers sont les moins bien placés dans une triangulaire qui comprendrait un candidat du RN lors du second tour du 7 juillet. Mais de son côté, Marine Tondelier, pour les écologistes, a donné cette consigne très clairement à la première. Et elle écrit dans son petit texte « Nous attendons maintenant la même clarté de l'ensemble des forces politiques qui se disent républicaines ». En face, chez LFI, par exemple, on lui a répondu « Nous verrons au cas par cas », c'est ce qu'a dit Manon Aubry aujourd'hui. Ce qu'on a appelé le front républicain, ce barrage à l'extrême droite, évidemment, il s'effrite. Voilà. Il est bien loin, le temps de 2002. Rappelez-vous le barrage républicain qui avait permis au président sortant Jacques Chirac de récolter un peu plus de 82% des suffrages exprimés. On se souvient de ces photos après le 21 avril 2002, de ces manifs spontanés de jeunes dans les rues. D'ailleurs, on peut noter qu'en 2022, soit 20 ans plus tard, Emmanuel Macron ne récolte déjà plus que 58,5% des voix, avec une participation en baisse entre les deux tours du scrutin présidentiel. C'est bien que ce vote barrage a perdu en force au fil des années et par rapport au début des années 2000. Et c'est un autre enseignement du baromètre Doxa. Il y a un renversement même total de la stratégie du barrage. Le nouveau Front populaire suscite un important rejet de la part des sympathisants de droite, du centre et de l'extrême droite. Effectivement, vous rappelez cette statistique dans votre étude, 71% des sympathisants Renaissance sont prêts à faire barrage au nouveau Front populaire contre 65% pour le Rassemblement national, lit-on dans l'étude. C'est donc un renversement historique avec cette élection. Merci beaucoup. Quentin, je reviens à cet appel de 120 personnalités politiques, société civile, accord de désistement avant le premier tour. Est-ce que c'est déjà lettre morte d'une certaine façon, cet appel, Béatrice Gibelin ? Cette campagne va tellement vite, lancer un appel comme ça à 4 jours du premier tour. Bon. C'est probablement effectivement un peu tard. Ceci étant, je pense que ce sera des réactions en fonction des situations locales.
il y aura des situations locales dans lesquelles le désistement se fera. Je veux dire, les électeurs le feront, il y en a d'autres où ils le feront pas. Je pense qu'on peut comprendre qu'ils fassent cet appel au Front républicain en essayant de susciter le bon réflexe, celui sur lequel ils comptent. Je ne suis pas sûre aujourd'hui, il y a un tel rejet je pense à gauche, de LFI, de façon presque irrationnelle aussi, d'une certaine façon, que ça peut amener à dire non, je vote blanc, parce que ni RN, ni LFI, malgré l'appel à un front républicain. Strauss-Kahn a fait un appel au front républicain en disant même LFI, il faut voter ce matin même. En se bouchant le nez. C'est Oui, dans une bien tribune sûr. publiée dans le magazine Faut Challenge, éliminer le candidat extrême droite au second tour, quitte à voter LFI en se bouchant le nez. Tam, vous vouliez intervenir. Avec la forte participation qui s'annonce, on s'attend à avoir de très nombreuses triangulaires. Il y en avait eu une en 2017, 8 en 2022, puis là, on parle de centaines. Oui. Le maintien de triangulaire, il est forcément favorable au Rassemblement national. C'est quasiment écrit s'il y a maintien, si on a les trois forces. Peut-être Gaël pour commencer, Mathieu juste. Alors, sur les triangulaires, ça monte constamment en fonction du taux de participation. Oui. Juste un mot. Oui. Avec ce qu'on enregistre dans notre dernier indicateur pour le Nouvel Obs, on est à 64% de participation. Et avec des forces politiques qui sont plusieurs à atteindre ou dépasser la barre des 20%, évidemment, le ticket d'entrée, il va se situer légèrement sous la barre des 20%. Donc, on aura très souvent 3 forces politiques dans les 577 circonscriptions qui pourront se maintenir. Pour vous répondre, Tam, est-ce que ça favorise le RN ? Ça favorise le parti qui est en tête au premier tour. Parce qu'à partir du moment où vous avez 3 partis qui sont qualifiés et où ils concentrent l'essentiel des voix, quel que soit le parti qui se qualifie à l'issue du premier tour, s'il a une avance confortable, il va conserver son avance. On serait plutôt, si ça continue comme ça, sur plus de 170 ou plus de 200 triangulaires. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de désistement républicain, pour employer les termes utilisés classiquement, ça veut dire non seulement j'appelle mes électeurs, mais je me retire. J'arrive 3e, j'ai aucune chance de gagner, donc je me retire. S'il n'y a pas ça de façon systématique, ça veut dire que la plupart de ces triangulaires seront gagnés par le RN. Et en duel, où il est presque toujours présent quand il n'est pas en triangulaire, il gagne à peu près 1 fois sur 2 aujourd'hui. Donc on est dans cette situation où... alors cet appel, juste, on peut s'étonner qu'il arrive avant le premier tour, que ce soit peut-être un peu tôt. Parce que d'habitude, on veut garder son propre électorat mobilisé. Si on commence à lui dire « je t'appellerai à voter pour quelqu'un d'autre après », c'est compliqué. Du point de vue de la gauche, c'est plutôt intelligent. Et du point de vue d'Emmanuel Macron, il est logique, compte tenu de sa stratégie, qu'il ne le dise pas maintenant. Mais on va étudier de très près sa position à l'issue du premier tour. Mathieu ? La tribune, il est vrai que la tribune co-signée par certains de ses ministres, députés, etc., dit le contraire de ce que Emmanuel Macron dit dans sa campagne, en ciblant essentiellement le danger du Front populaire. Alors, il est vrai que Jean-Luc Mélenchon est devenu tellement radioactif, tellement répulsif qu'il entache la France insoumise dans son ensemble et la gauche dans son ensemble. Mais n'oublions pas que le rejet, encore une fois, que suscite l'extrême droite, dans les enquêtes d'opinion, même si le rejet a reculé, une petite majorité de Français continue de considérer que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir constitue un danger pour la démocratie. Ça reste un invariant. Et dernière dimension, on observe quand même que, alors que l'extrême droite se rapproche comme jamais du pouvoir, il y a des questionnements sur les alliances qu'elle n'a pas été capable de nouer. C'est-à-dire qu'alors qu'elle avait le vent en poupe au lendemain des européennes, on a vu qu'avec LR, comme avec Reconquête, en réalité, les alliances ou les tentatives d'alliance achoppaient. On a vu qu'il y avait un certain nombre de reculs programmatiques quand même. Donc on ne sait plus très bien en fait ce que veut faire ou ce que pourra faire l'extrême droite au pouvoir. Et il y a quand même une troisième dimension, même si précisément il y a un phénomène Bardella qui passe par les réseaux sociaux, etc. On se demande quand même dans quelle mesure, à 28 ans et avec la très faible expérience qui est la sienne, quand on écoute désormais Jordan Bardella, et on pourra le faire ce soir avec le débat, et on l'a vu hier en conférence de presse aussi, c'est désormais potentiellement le prochain Premier ministre de la 7e puissance mondiale qu'on écoute. Et donc, sur l'Ukraine et la Russie, sur le Proche-Orient, sur plein de sujets extrêmement complexes, imaginons quand même que demain, même dans une situation de cohabitation, ce soit Jordan Bardella qui ait un certain nombre de décisions extrêmement complexes à rendre. Je pense que ça peut jusqu'au bout questionner l'électorat quand même. Vous disiez sur les retraites, Gaël Siman, ce sera le thème de notre débat dans quelques minutes. Mais je voudrais redonner la parole à Yves Sancy parce qu'il y a vraiment un autre enseignement passionnant de votre travail autour des réseaux sociaux. Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, le rôle des influenceurs. Sont-ils nombreux à prendre parti ?
Alors oui, en effet, Thomas, ils sont non seulement nombreux, mais ils sont actifs. C'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. En général, on a des leaders d'opinion ou des influenceurs sur les réseaux sociaux qui restent dans une certaine réserve politique. Et autant on a des politiques qui se transforment en influenceurs sur leur personnalité, qui accentuent la dimension émotionnelle, j'en parlais tout à l'heure, comme Jordan Bardella, et autant on a des influenceurs qui interviennent dans la politique. On pense à je vais donner un exemple, par exemple, une tribune pro Nouveau Front Populaire qui a réuni 200 vidéastes. Alors, c'est des noms qui ne disent pas grand-chose dans les médias traditionnels. L'ENA Situation, c'est 4,6 millions d'abonnés. Quand même, Mister V, c'est 4,9 millions d'abonnés. Et surtout, quelqu'un qui est plus connu, c'est Squeezie. Squeezie, qui est le premier influenceur de France. Il a publié un argumentaire contre le RN. Les prédécesseurs, les précédents dont je vous parlais, ça réunit quand même plusieurs dizaines de millions de vues sur leurs vidéos. Il faut réaliser la puissance de feu que ça peut avoir quand même. Et cet argumentaire de Squeezie, il l'a diffusé anti-RN, je le répète, à 8,7 millions d'abonnés. Alors des retours de manivelle qui sont très importants. Il a perdu 100 000 abonnés, mais il les a récupérés par la suite. Il faut savoir que sur les actions anti-RN, c'est Jordan Bardella qui intervient, qui répond en les renvoyant un petit peu dans leur corde. Vous connaissez l'argument, c'est facile pour les millionnaires. Et en général, ça fait monter par ailleurs Jordan Bardella qui répond. Mais enfin, voilà, je voulais dire que quand des influenceurs interviennent dans le débat politique, ça produit à peu près 60% de sentiments négatifs, donc ils réfléchissent à deux fois quand même. Effectivement, parce qu'ils mettent aussi en jeu leur communauté. Très intéressant d'avoir cet éclairage. Merci Yves Sancy. Dernier thème de notre débat, on risque d'avoir une situation politique bloquée le 8 juillet au matin, pas de majorité absolue. Marine Le Pen, elle a la solution. J'ai dit que s'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, si donc il y avait un blocage des institutions et d'une institution fondamentale qui est celle qui vote la loi, la Constitution ne permet pas d'autre possibilité que la démission, parce que elle prévoit le remaniement qui n'aurait aucun sens, elle prévoit la dissolution qui ne peut pas avoir lieu avant 1 an, et donc il reste la démission du président de la République. Sauf qu'Emmanuel Macron a déjà rejeté plusieurs fois cette hypothèse. Béatrice Gibelin, que pourrait-il faire d'autre? Que pourrait-il faire au soir du 7 juillet ou le 8 juillet? Je pense qu'il doit espérer qu'au soir du 7 juillet, il y ait un front républicain qui se fasse avec un certain nombre de députés fraîchement élus qui ont eu la peur de voir la majorité absolue au RN et qui reviendraient à une possibilité de décider de fonctionner non pas dans une opposition radicale comme ça s'est fait d'entrée de jeu après les élections qui ont suivi les présidentielles à l'Assemblée, parce que la gauche a dit non, quelles que soient les propositions. On a du mal à imaginer ceux qui sont au Nouveau Front Populaire aujourd'hui venir, une partie d'entre eux dans une telle coalition. Je pense qu'une partie d'entre eux, je ne sais pas lesquels, mais je pense que l'électrochoc d'avoir la possibilité d'une majorité absolue du RN, voire même d'une très forte majorité, peut faire bouger des lignes chez une partie du Front Populaire, du Nouveau Front Populaire, comme sur une partie du centre-droit, c'est-à-dire ce qu'essaye de faire, en fait, pour dire les choses, Édouard Philippe, qui se dit, après le 7 juillet, il faudra bien qu'on essaye de trouver le moyen de continuer à faire marcher la machine. Oui, évidemment, c'est l'hypothèse où le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue. J'ai beaucoup lu depuis quelques jours gouvernement technique. Vous y croyez à ça, Mathieu Sauter? Alors, dans un pays, effectivement, avec un régime parlementaire et extrêmement décentralisé, avec des pouvoirs locaux forts, comme en Belgique ça a pu se produire. Même en Italie. On le comprend, ou en Italie. C'est ce qui s'était passé avec Mario Draghi. J'avoue que compte tenu de l'architecture institutionnelle de la France, pas évident, et je n'y crois pas 3 secondes. Non, je crois vraiment que les 3 scénarios, c'est l'extrême droite au pouvoir, une situation de blocage inédite qui pourrait éventuellement déboucher sur
fait totalement inédit et baroque dans la Ve République, la démission forcée du président de la République, ou une coalition, comme nous n'en avons pas la culture d'habitude, mais comme précisément, de façon exceptionnelle, il faudrait faire juste un tout petit complément. Ouais. La Fondation Jean Jaurès a publié cette semaine une étude sur le ressenti des Français par rapport à cette élection. Les 4 sentiments qui dominent sont la fatigue, l'inquiétude, la peur, la colère et la honte. Pour nous réconcilier avec la démocratie, on fait mieux. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat et à très bientôt sur Public Sénat.